Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un chapitre essentiel pour le bac en chimie, la synthèse. Autrement dit, comment les chimistes font-ils pour créer des molécules en laboratoire? On va décortiquer ça ensemble en suivant les 3 grandes étapes. D'abord, on transforme, ensuite on isole, et enfin, on analyse. Prêt à relever le défi? C'est parti! Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. L'odeur si caractéristique du jasmin. Eh bien, cette odeur, elle est principalement due à une molécule qu'on appelle l'éthanoate de benzyle. Alors bien sûr, on pourrait l'extraire de tonnes de fleurs, mais ce serait incroyablement long et cher. L'alternative, beaucoup plus efficace, c'est de la fabriquer directement en laboratoire. Et c'est exactement ça la synthèse. La question est donc posée. Comment est-ce qu'on s'y prend, très concrètement, dans un labo pour fabriquer cette molécule d'arôme à partir de produits plus simples, plus accessibles? C'est ça notre mission du jour. Suivre le protocole, étape par étape. Alors voilà, on va se mettre dans la peau d'un chimiste et suivre tout le processus de A à Z, de la recette de départ jusqu'à la vérification du produit qu'on obtient à la fin. Vous allez voir, c'est un parcours qui est en fait très logique. Commençons par une définition bien claire pour que tout le monde soit au point. La synthèse chimique, c'est tout simplement l'art de fabriquer une espèce chimique au laboratoire. C'est un peu comme jouer au Lego avec les atomes. On prend des briques de base, qu'on appelle les réactifs, pour construire une nouvelle structure, notre produit. Et ça marche que la molécule existe déjà dans la nature ou qu'elle soit complètement nouvelle. Allez, on attaque la première étape, la plus évidente, la transformation. On peut voir ça un peu comme la phase de cuisson en cuisine. On mélange nos ingrédients, les réactifs, dans un ballon, et on les laisse réagir entre eux pour former ce qu'on veut obtenir. Pour notre arôme de jasmin, voici la recette. Nos réactifs de départ, ce sont l'alcool benzylique et l'anhydride éthanoïque. On les mélange et ils vont réagir pour former 2 choses. D'une part, notre produit désiré, l'éthanoate de benzyle, et d'autre part, un sous-produit, l'acide éthanoïque. Ça, c'est une sorte de déchet de la réaction dont il faudra se débarrasser plus tard. Attention, point absolument crucial avant de commencer la moindre manipulation, la sécurité. Les produits qu'on utilise ici sont dangereux. Regardez les pictogrammes. Ils nous disent qu'ils sont inflammables, corrosifs ou dangereux pour la santé. Donc, c'est impératif d'identifier ces risques et de prendre toutes les précautions nécessaires. La blouse, les lunettes et bien sûr travailler sous une hotte aspirante pour ne pas respirer les vapeurs. Souvent, pour qu'une réaction aille plus vite, il faut chauffer. Mais là, on a un petit problème. Si on chauffe, les liquides vont s'évaporer. On risque de perdre nos réactifs et notre produit qui vont s'échapper du ballon sous forme de gaz. Alors comment on fait pour chauffer tout en gardant toute la matière à l'intérieur? Et voici la solution du chimiste, le chauffage à reflux. C'est un montage qu'il faut connaître par cœur. Regardez bien le schéma, on chauffe le ballon où se trouvent nos réactifs, les vapeurs commencent à monter dans la colonne en verre, le réfrigérant, mais dans la double paroi de cette colonne, on fait circuler de l'eau bien froide. Du coup, au contact de cette paroi froide, les vapeurs se refroidissent instantanément, se retransforment en liquide et retombent en gouttes dans le ballon. Malin, non? Grâce à ça, on peut chauffer des heures s'il le faut pour accélérer la réaction sans perdre une seule goutte de matière. Bon, notre réaction est terminée. Mais attention, le travail n'est pas fini. Dans notre ballon, on n'a pas que notre produit pur, loin de là. C'est un mélange assez complexe. Il est donc temps de passer à la deuxième grande étape, l'isolement. C'est en quelque sorte la phase de grand nettoyage. Voilà le défi qu'on doit relever maintenant. À la fin de la transformation, notre ballon contient ce qu'on appelle le brut réactionnel. Et là-dedans, c'est un vrai méli-mélo. Il y a notre produit, l'éthanoate de benzyle, mais aussi les restes de réactifs qui n'ont pas réagi et le fameux sous-produit. Notre objectif, c'est de faire le tri pour ne récupérer que notre molécule d'intérêt. Pour réussir ce tri, on a différentes techniques qui dépendent de l'état de notre produit. S'il était solide, on pourrait simplement le récupérer par filtration, un peu comme on égoutte des pâtes. Mais ici, notre arôme de jasmin est un liquide. On va donc utiliser une autre technique très courante, l'extraction liquide-liquide. Le principe, c'est d'utiliser un autre liquide, un solvant, qui ne se mélange pas avec notre mixture, un peu comme l'huile et l'eau. Notre produit va préférer aller se dissoudre dans ce nouveau solvant. On met tout ça dans une ampoule à décanter, on agite et hop, on transfère notre produit d'une phase à l'autre en laissant les impuretés derrière. Super, on a isolé notre produit. Mais est-on vraiment sûr de notre coup? Est-ce qu'on a bien fabriqué la bonne molécule? Et est-ce qu'elle est bien pure? C'est le moment de jouer les détectives avec la 3e et dernière étape, l'analyse. Voilà les 2 questions fondamentales auxquelles l'analyse va devoir répondre. D'abord, on doit vérifier l'identité de ce qu'on a fabriqué et ensuite, il faut s'assurer qu'il ne reste plus d'impuretés avec notre produit. Et l'outil parfait pour cette petite enquête, c'est la chromatographie sur couche mince, qu'on appelle aussi CCM. C'est une technique très simple et très rapide. On dépose une toute petite goutte de notre produit sur une plaque spéciale. Ensuite, on plonge le bas de cette plaque dans un solvant, l'éluant. Par capillarité, l'éluant va grimper le long de la plaque et il va entraîner avec lui les différentes molécules du mélange, mais pas à la même vitesse. C'est ça qui va permettre de les séparer et de les identifier. Alors, comment on interprète ce résultat, ce qu'on appelle le chromatogramme?
C'est très simple. Sur la ligne de départ, on dépose une goutte de notre produit de synthèse, et juste à côté, une goutte d'un produit de référence, une substance dont on est certain que c'est l'éthanoate de benzyle pur. On laisse l'éluant monter. À la fin, si notre produit de synthèse n'a laissé qu'une seule tache et que cette tache est montée exactement à la même hauteur que la tache de référence, alors là c'est gagné. Ça nous prouve deux choses. Premièrement, notre produit est pur car il n'y a qu'une seule tache, et secondo, c'est bien la bonne molécule puisqu'elle s'est comportée exactement comme la référence. Ok, on a transformé, on a isolé et on a analysé. Notre synthèse est un succès. Mais la question maintenant c'est, a-t-elle été efficace? A-t-on bien travaillé? Pour le savoir, on va calculer une dernière grandeur qui est essentielle, le rendement. Le rendement, pour faire simple, c'est un peu la note qu'on donne à notre synthèse. C'est un calcul qui compare la quantité de produit qu'on a vraiment récupéré à la fin avec la quantité maximale qu'on aurait pu obtenir dans un monde parfait sans aucune perte si la réaction était totale. C'est un pourcentage qui nous dit à quel point on a été performant. La formule à connaître est donc celle-ci. Le rendement, noté avec la lettre grecque eta, est égal à n obtenu, c'est-à-dire la quantité de matière du produit qu'on a réellement pesé à la fin, divisé par n max, la quantité de matière maximale qu'on aurait pu former en théorie. Par exemple, si on calcule un rendement de 76%, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour une synthèse réalisée en TP au lycée, c'est un très bon résultat. Ça signifie que malgré les petites pertes inévitables à chaque étape, un peu de produit qui reste dans le ballon, un peu perdu pendant l'extraction, on a quand même réussi à récupérer plus des 3/4 de la quantité maximale possible. C'est une belle efficacité. Voilà, on a vu tout le processus en détail. Maintenant, on prend juste un instant pour prendre un peu de recul, pour avoir une vue d'ensemble et comprendre pourquoi tout ça est si important. Ce schéma résume parfaitement tout notre parcours. Ces étapes, transformer, isoler, analyser, et pour finir, quantifier l'efficacité avec le rendement, c'est vraiment la colonne vertébrale de n'importe quelle synthèse chimique. Que ce soit pour fabriquer un arôme, un principe actif de médicament ou un nouveau plastique. Pour conclure, voici une petite checklist de révision spéciale bac. Sur ce chapitre, il y a 4 compétences clés qu'il faut absolument maîtriser. Assure-toi de savoir schématiser et légender un montage de chauffage à reflux, de pouvoir expliquer quand utiliser la filtration ou l'extraction, de savoir interpréter une CCM simple, et bien sûr de maîtriser le calcul du rendement. Si tout ça c'est bon, t'es très bien préparé. Et voilà, le défi du chimiste est relevé. J'espère que cette analyse bien structurée t'a permis de piger toute la logique de la synthèse chimique. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.